Bienvenue sur Aventure Humaine. Nous sommes Laura Lepers et Gaël Aymar, entrepreneurs humanistes et cofondateurs de Podcast Mania, studio de production et créateurs de la formation À vous les studios. Notre mission, diffuser des ondes positives. Avec Aventure Humaine, nous souhaitons donner la parole aux aventuriers et aventurières de la vie que nous rencontrons sur notre parcours d'entrepreneur. Quel que soit leur métier, restaurateurs, explorateurs, doula, architectes, avocats et tant d'autres, ces aventuriers ont tous des points communs. Ils mettent du sens dans leur démarche et leurs projets de vie. Entreprennent ou intraprennent naturellement et avec conviction. Ils évoluent grâce à un entourage de qualité et partagent des valeurs humaines et environnementales fortes. Comme le disait si bien Gandhi, le secret du bonheur, c'est l'alignement entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Notre mission à la fin de chaque épisode est de t'inspirer, te montrer que tout est vraiment possible, surtout quand on est aligné et bien entouré. Si le podcast d'Aventure Humaine t'est utile et t'inspire, l'occasion de le soutenir et d'en parler sur tes réseaux sociaux. On se fera un plaisir de partager tes précieux retours. Enfin, tu peux aussi le noter 5 étoiles, le commenter sur Apple Podcast ou sur notre site internet aventurehumaine.fr. Bonne écoute et surtout prends un max de plaisir avec cette nouvelle conversation. Bonsoir Lancelot, merci beaucoup d'être sur Aventure Humaine aujourd'hui. Bonsoir, je suis ravi d'être là, merci pour l'invitation. Ouais, je suis ravi de t'accueillir parce que en fait ça fait longtemps que je connais un petit peu cette aventure familiale que vous vivez. J'ai depuis je pense une quinzaine d'années le livre de ton oncle Michel Guyot. On va parler évidemment de cette aventure autour des châteaux, autour des monuments. Ça fait 2 générations que vous travaillez, que vous êtes passionné autour des châteaux et de ces expériences, de ce mode de vie. Donc je suis ravi vraiment d'échanger avec toi ce soir. Est-ce que tu peux du coup pour te présenter nous dire un petit peu d'où viens-tu et dans quelle famille as-tu grandi? Alors, je m'appelle Lancelot Guyot, j'ai 29 ans et donc je suis le fils de Jacques et Catherine Guyot, donc qui ont repris pas mal de châteaux. Et en fait, mon père a commencé son aventure, on va dire, de châtelain, parce on n'est pas aristocrate ou on n'a pas hérité d'un château. Voilà, mon grand-père était fabricant de meubles à Bourges, donc rien à voir a priori. Et en fait, dans les années 70, mon père et mon oncle se sont lancés, ont repris. Alors au départ, c'était des espèces de petits manoirs, châteaux 19e, où ils ont créé pas mal d'activités. C'était un peu système D, voilà. On faisait rentrer un peu d'argent comme on pouvait. Et puis en 1979, ils ont eu l'opportunité de racheter le château de Saint-Fargeau, qui est un grand château en Bourgogne, dans l'Yonne, qu'ils ont repris ensemble. Et puis en 1987, mon père est parti de son côté, a racheté le château de la Ferté-Saint-Aubin. Et puis après, il y a eu un certain nombre de châteaux, des belles réussites, mais aussi des échecs qui nous ont aussi beaucoup appris, qui m'ont beaucoup marqué moi pendant mon enfance. Parce que voilà, quand on a 8 ans, qu'on fait ses cartons et qu'on dit non, en fait, la banque, voilà, il faut qu'on rembourse la banque, et là, on n'a pas de quoi la rembourser, donc on est obligé de revendre le château, alors qu'on y a passé 5 ans et qu'on s'est beaucoup investi sur ce château. Ça marque une enfance. Et je pense que ça définit aussi un petit peu ce que j'essaye de devenir, parce que c'est la 2e génération certes, mais c'est le début de la 2e génération, donc on prend modestement la suite de la génération du dessus avec mon père et mon oncle. Et puis mon oncle qui est aussi en 1998 a lancé le chantier médiéval de Guédelon, qui n'est pas un château historique, mais qui est un rêve de gosse de se dire qu'est-ce qui se passe si on essayait de reconstruire un château fort avec les techniques de l'époque. Ça, on va en reparler un peu plus tard. Mais du coup, donc toi, tu grandis dans quel château, on va dire? On a pas mal bougé. Moi, je suis né en 1991, donc je suis né à Orléans, à la Ferté-Saint-Aubin. Okay. Ensuite, après, de 95 à 2000, les parents ont repris un château qui s'appelle le château de Lurcy-Lévis dans l'Allier. Donc, très, très jolie région, très joli château, mais malheureusement absolument pas touristique. Ouais. Et puis, en plus, à l'époque, il n'y avait pas Internet, ou alors vraiment, c'était les prémices. Oui, c'était pas de la même facilité de communication. Quand on n'était pas sur des axes passagers, des axes touristiques, c'était très, très compliqué. Et donc, l'aventure a duré 5 ans. Et au bout de 5 ans, la banque a rattrapé les parents.
Mais moi j'ai vécu les plus belles années de ma jeunesse là-bas. On a ensuite déménagé dans l'Hérault, à côté de Pézenas, une abbaye cistercienne qui s'appelle l'abbaye de Cassan, et où là, pareil, l'aventure a duré un peu plus de 2 ans seulement, où ça a été compliqué. C'est-à-dire que c'était une région touristique, mais tourisme balnéaire, et c'était très compliqué d'arriver à capter une population qui voulait rester sur la plage, et c'était compliqué d'aller leur faire visiter une abbaye du XIIe siècle avec des jardins à la française en plein cagnard, en plein mois de juillet-août. Et du coup, alors on commence à comprendre que il y a toutes ces leçons et ces axes très très importants. C'est vraiment ces leçons que tu retiens. Mais du coup, toute la famille doit valoriser et mettre la main à la pâte pour les travaux. C'est tous les soirs, tous les week-ends, toutes les vacances. Ah bah complètement, ouais, c'est tout le temps, c'est tout le temps. Ça nous est arrivé même alors à Lurcy-Lévis ou à Cassan, et un petit peu après quand on est revenu à la Ferté-Saint-Aubin, puisque même quand on a eu ces aventures-là, les parents ont toujours gardé la Ferté-Saint-Aubin, qui est un peu mieux placée touristiquement parlant, et où il y avait pas mal de choses qu'ils ont expérimenté aussi à cette époque-là, qui marchaient bien. Mais oui, quand moi j'ai des souvenirs, même à l'école primaire, j'ai dû faire mes premières visites guidées à l'âge de 7 ans, je crois. On tenait la caisse, les parents n'avaient pas de salariés en fait, et donc c'était tout le monde mettait la main à la pâte. Quand parfois il y avait des groupes à accueillir, on pouvait partir de l'école un peu plus tôt pour aller aider en fait les parents à faire une animation dans les cuisines, à faire la visite guidée, voilà. Le week-end c'était jardinage, bricolage. On est très très monté sur les échafaudages, au contact avec les artisans, les compagnons du devoir, pour apprendre les termes techniques, travailler avec eux, apprendre à faire quelque chose de nos mains. Et donc Saint-Aubin, par exemple, est-ce que tu peux nous décrire les superficies, nombre d'années de travaux, de montant des travaux, nombre de visiteurs, par exemple, tu peux nous décrire un peu? Oui, alors le château de la Ferté-Saint-Aubin, c'est un château donc, qui est à 18 km au sud d'Orléans. C'est une très belle architecture Louis XIII, donc qui est vraiment resté très très pur. L'intérieur, comme beaucoup de châteaux 17e, a été réaménagé au 18e puis au 19e siècle. Mais il y a ce qui fait le charme de la Ferté, c'est vraiment ce côté Sologno. On est aux portes de la Sologne, en fait, à l'entrée de la Sologne. On est entouré d'eau. Donc on a 15 hectares d'eau et 40 hectares de parc. Anciennement un parc à la française, qui a été modifié au 19e siècle en parc un peu romantique à l'anglaise. Donc c'est un peu c'est un des projets, je pense, dans les années à venir. Moi j'aime beaucoup les jardins et les parcs. Je suis très sensible à cette architecture végétale qui donnait du sens en fait à l'architecture minérale. Et donc c'est des projets que j'aimerais mener dans les années à venir. La Ferté, ça fait 30 ans donc qu'on en est propriétaire. Moi, mon père l'a racheté en 1987 et moi, je l'ai racheté en 2017. Donc 30 ans plus tard. Et donc là, j'espère le garder encore longtemps et le transmettre, si ce n'est à mes descendants. En tout cas, l'idée, c'est on a une vision de la transmission dans la famille qui est un peu différente aussi, on va dire un peu moins classique. C'est-à-dire qu'en fait, les parents nous ont toujours éduqués en disant, en fait, on préfère transmettre à quelqu'un qui partage nos valeurs plutôt qu'à nos enfants si les valeurs en fait ou les projets que vous avez pour cette maison ne sont pas en phase avec ce qu'on a essayé de faire toute notre vie. Donc ça, c'était quelque chose qui était très important pour nous, et on le voit d'ailleurs dans l'histoire de ces maisons souvent ça reste dans des transmissions familiales, et les héritiers sont pas forcément toujours à la hauteur parce que c'est compliqué. Ou ne sont sur des vont parfois en fait être néfastes pour le monument. Donc il faut garder cette lucidité là, et on se voit vraiment comme des passeurs d'histoire et du patrimoine, plus que en fait comme des propriétaires. On a un peu du mal avec ce terme propriétaire qui en plus est connoté et qu'on n'aime pas trop, ou châtelain, voilà. mais ouais, on se voit vraiment comme des passeurs. Notre rôle, c'est pas d'aller marquer en fait le lieu, c'est d'aller le restaurer, le conserver. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. Et du coup, pour conserver ou pour justement restaurer, réhabiliter, il y a eu combien c'est quoi les travaux les plus importants, le nombre de pièces ou superficie intérieure, ça doit être énorme.
La Ferté, c'est assez grand. Il y a en gros 3 grands bâtiments c'est assez colossal. Quand mon père a acheté, toutes les toitures étaient à refaire. Il y avait même un bâtiment qui avait brûlé, que les architectes en chef des monuments historiques de l'époque même conseillaient à mon père de raser tellement il restait plus les 4 murs en fait. Et il y avait tellement de boulot à côté qu'il disait perdez pas votre temps avec ça et concentrez-vous sur ce que vous pouvez sauver. Heureusement, il a tenu bon parce que c'est ce qui fait aussi le charme de la Ferté, c'est cette unité architecturale. Ouais. J'ai jamais fait la somme complète. On a fait en 2020 la 13e ou 14e tranche de travaux de toiture. Et c'est des tranches qui, en général, sont entre 200 et 300 000 euros, à peu près, pour vous donner. Ouais, c'est monté un petit peu plus sur certaines grosses tranches. Donc, ça se chiffre évidemment en millions d'euros. Après, c'est sur 30 ans et c'est aussi une vision que nous, on a. C'est-à-dire que, déjà, on n'a pas les moyens, en fait, de tout faire d'un coup. Mais on pense aussi qu'avoir trop d'argent, c'est pas forcément bon pour le monument parce qu'on a besoin de temps pour comprendre l'histoire du monument, pour comprendre comment il fonctionnait. Exactement, ouais, exactement. Et c'est vrai quand ça va trop vite, en général, on fait des conneries, honnêtement, au niveau de la restauration, au niveau des choix des matériaux, au niveau des options. Il y a vraiment besoin de temps, je pense, pour ce genre de restauration, si on veut que ça soit bien fait et fait dans la durée. Et donc, en fait, voilà, c'est chaque année, c'est une course de longue haleine. Et, on avance petit à petit. Mon père disait toujours, tout est nécessaire, mais en fait, il faut faire la distinction entre ce qui est vital et ce qui est nécessaire. Donc, prioriser comme ça les travaux. Évidemment, on aimerait tout faire. Il y a toujours besoin de changer des fenêtres, des fuites à quelques endroits. Mais il faut voir en fait qu'est-ce qui est vraiment vital pour le monument et on priorise comme ça. Et donc toi, vous êtes 4 enfants dans la famille? Ouais, 4 frères et sœurs, 3 garçons, une sœur. Et du coup, est-ce que pendant cette phase donc de jeunesse, il y a des tensions, tout le monde sait déjà qu'ils vont le virus est passé, la passion est transmise, ou c'est compliqué d'être dans cet environnement et t'aurais toi envie particulièrement d'être ailleurs, de faire autrement quand tu vois ou quand tu discutes avec les camarades à l'école, tu vois qu'il y a des choses différentes dans la famille? Non, alors alors on a la chance d'être 4 frères et sœurs très rapprochés. Donc bon, évidemment pendant l'enfance, du coup, il y a des petites chamailleries et querelles, mais on a tous 2 ans d'écart. Donc non, on s'est toujours très très bien entendu. On est très très proches et très soudés de par l'éducation, je pense que un peu atypique qu'on a reçue. Après, pour ce qui est en fait de l'école, jusqu'à l'âge de 11-12 ans, je dirais, en fait, on se pose même pas la question. C'est-à-dire que c'était normal pour nous. On en retirait même une certaine fierté auprès des camarades. Oui. Et puis après, quand l'adolescence arrive, c'est vrai qu'en fait, on se dit, on aimerait bien partir en vacances avec le copain, la copine, machin. Pourquoi est-ce qu'en fait, je passe tout juillet-août derrière un comptoir à tenir la caisse ou à vendre des sandwichs et à faire des visites guidées. Donc on a tous eu, les 4 enfants, on a tous eu une période à l'adolescence où on a pris un peu plus nos distances. On gardait un investissement familial par devoir familial parce qu'on était quand même attaché à ça et quand les parents avaient besoin d'aide, on était toujours là pour eux et on a même à l'adolescence même pendant mes études supérieures, ça m'arrivait. C'était évidemment beaucoup moins fréquent, mais de venir en saison, donner un coup de main quand il y avait des gros temps forts, des grosses animations, des grosses manifestations, on était présents. Et puis en fait, on a tous eu des parcours d'études supérieures et de début de parcours professionnel différents où on a fait autre chose et on est tous revenus assez rapidement en fait à ça parce que on s'est rendu compte que c'était un mode de vie, un luxe incroyable, un privilège de vivre dans des endroits comme ça, dans des espaces comme ça et que voilà et puis je pense que là aussi il y a un côté lié à la ruralité qui était très présent dans notre éducation. Quand on était enfant, on a toujours vécu entouré d'animaux, où voilà, on avait nos poules, on avait nos vaches, etc. On travaillait avec les agriculteurs du coin. Et c'est vrai que voilà, moi, j'ai passé quelques temps à Paris. J'étais très malheureux à Paris. J'imagine. Et voilà, passé en fait les études supérieures, je suis resté très peu de temps à Paris. Et puis après, tu as fait quoi comme études supérieures? Tu as fait une école? J'ai fait une école de commerce à Lille. J'ai fait l'EDEC.
et où j'ai passé des années très sympas. Voilà, sur la vie étudiante, je me suis impliqué dans une association étudiante qui s'appelle la Course Croisière EDEC, qui m'a beaucoup appris d'un point de vue de l'entrepreneuriat. Et puis j'ai C'était monté ça une petite ton entreprise. intention? Au, Ouais, c'était au lycée, complètement là, ça. tu étais donc passionné et attiré par l'entrepreneuriat, mais pas forcément les châteaux. Non, voilà, ouais, j'avais même en fait envie de me dire, les châteaux reviendront peut-être plus tard quand j'aurai gagné de l'argent avec l'entrepreneuriat. Bon, voilà, mais j'avais été marqué par les échecs de mes parents qui Oui. nous avaient obligés à déménager plusieurs fois quand on était enfant. Et donc, en fait, j'avais eu très tôt, je m'étais mis dans la tête en disant, bah, si on veut avoir un château, en fait, il faut avoir les moyens. Et donc, en fait, voilà, il y a cette passion de l'entrepreneuriat qui est arrivée assez rapidement au lycée. Et puis du coup, bah, je me suis dit, voilà, cursus classique, comment on fait pour faire une école de commerce? Bon, faut faire une prépa, bon, ok, je fais une prépa, et puis après, bah, je fais une école de commerce. Et en école de commerce, j'ai voilà, rencontré plein de personnes différentes qui m'ont vachement appris. J'ai monté une petite entreprise de e-commerce, donc rien à voir, voilà, où on a eu une aventure qui a duré 3 ans, qui était très sympa. Et Et puis, bah, au bout d'un moment, en fait, bah, je me suis rendu compte que je m'ennuyais un c'était peu. un succès cette première aventure entrepreneuriale. T'as appris des choses, Ça, c'était compliqué. Alors moi, je considère que ouais, je considère qu'on apprend tout le temps, de toute façon, que ça soit un échec ou un succès. Non, honnêtement, voilà, on n'a pas perdu d'argent, on n'en a pas gagné non plus. Ok. Mais ça a été une aventure. On était 3 associés, donc ça a été une aventure humaine intéressante. Et puis ça m'a appris pas mal de choses, par contre, qui me servent maintenant énormément sur le marketing digital la manière de vendre en fait sur Internet qui il y a encore 10 ans, me paraissait complètement déconnecté du milieu des châteaux, mais qui maintenant, en fait, est une vraie réalité et notre principale source de financement. Ok. Et du coup, donc fin de cette période école, fin de cette entreprise. Et c'est quoi du coup la réflexion à ce moment-là? Eh ben, le déclic, ça a été en fait mes parents qui sont partis sur un autre projet en Dordogne. Ils ont racheté un château à côté de Bergerac, le château de Bridoire. Et donc ils me disent, bah écoute, on est dans la merde pour la saison touristique. On a trouvé personne en fait comme bras droit pour bah, nous suppléer. Est-ce que tu peux juste assurer les 2 mois, juillet, août? Je sortais d'école, voilà, j'avais lancé la boîte à côté, mais bon, honnêtement, j'avais un peu de temps. Et donc, je leur dis, bon, bah, écoutez, voilà, juste 2 mois, mais j'ai vraiment pas envie de faire ça. Je vais avoir l'étiquette de fils à papa collée sur le front, ça m'emmerde. Donc, je fais ça pour dépanner 2 mois. Et puis, en fait, bah, je me suis rendu compte que je me suis éclaté pendant 2 mois. En étant aux commandes vraiment en fait du château, petite équipe de 3 salariés, enfin que je connaissais depuis l'enfance en plus. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était loin d'être gagné, c'est-à-dire qu'en fait, le tourisme est un secteur d'activité qui bouge à une vitesse folle sur les dernières Mhm. années, qui est en constante évolution. La demande, en fait, bah, des touristes évolue de manière quasi perpétuelle. Les moyens de communication et de médiation aussi évoluent aussi très rapidement. Et puis, en fait, ce qui m'a fait vraiment le déclic, en fait, je pense, c'est que j'ai compris pour la première fois, enfin, durant ces 2 mois, que, bah, ok, c'est une grosse baraque, mais qu'en fait, le modèle qu'on voit dans un château de visite guidée, un peu à l'ancienne, visite de groupe, machin, enfin, les produits, les mariages, les chambres d'hôtes, les produits un peu classiques, bah, en fait, c'était en train de se casser la gueule et que du coup, en fait, compte tenu de l'espace, de l'histoire, de l'authenticité du lieu, bah, en fait, libre à nous d'inventer ce qu'on veut là-dedans, quoi. Et du coup, tu as retrouvé cette possibilité de créer, d'assouvir ta créativité, même avec donc d'énormes pierres, de très très anciennes pierres. Euh, du coup, est-ce que tu proposes des choses à tes parents? Bah alors du coup en fait on a tous un tempérament très indépendant dans la famille, c'est-à-dire qu'en fait on est en contact très régulièrement, même encore maintenant alors qu'on est éclaté un peu aux 4 coins de la France, mais où on échange énormément sur nos business respectifs et nos expériences respectives, que ce soit pour les travaux ou que ce soit pour vraiment le côté business. J'ai testé telle animation, j'ai fait appel à tel fournisseur, j'ai communiqué de telle façon, etc. Mais en fait on a des caractères assez forts et donc en fait je pense qu'on avait besoin de cette indépendance-là. Donc on échange beaucoup, mais on ne travaille pas ensemble. C'est vraiment des choses assez séparées. Chacun est maître à bord en fait sur ses monuments.
Oui, mais là, du coup, tu étais entre guillemets chez eux sur leur château. Ouais. Mais tout de suite, tu t'es dit, bon, je vais tester, je vais montrer que je peux être autonome et que je peux faire la saison complète. Ouais, bah du coup en fait à la fin de la saison, je m'étais tellement amusé que je leur ai dit bah écoutez voilà, je pense qu'on peut pas travailler ensemble parce que bah, j'ai des nouvelles idées, j'ai envie d'avoir les D'accord. coups des franches, etc. Donc, ça a été un peu douloureux d'un point de vue sentimental familial parce qu'en fait je leur ai imposé de signer un contrat devant avec avocats respectifs, etc. pour que ce soit très cadré. Ouais. Et rétrospectivement, tous familialement, on se dit maintenant que c'était La heureusement qu'on a fait meilleure. ça et la meilleure Ouais. solution parce que ça a éliminé en fait le côté familial de tout ça et même vis-à-vis de mes frères et sœurs en fait, bah je pouvais pas me permettre d'avoir un espèce de petit arrangement avec mes parents où en fait bah on sait pas trop, enfin voilà, qui prend quoi, quel deal financier on a et donc en fait très rapidement bah on s'est dit bah on va faire un bail commercial. Donc moi je vous loue le fonds de commerce et j'ai les coups des franches en fait dans un certain périmètre. Donc, on a mis tout sur le papier pour faire tel type d'activité, tel type d'activité. Mes parents ont mis des barrières sur certains trucs en fait où il fallait pas qu'on touche parce qu'ils voulaient que ça reste comme ça. Mais soit. Et moi, je me suis amusé comme ça pendant 4 ans. Et au bout de 4 ans, bah en fait, on a estimé que le temps était venu du coup de faire une vraie transmission. Et donc en fait, je leur ai racheté. Je me suis endetté. Et je leur ai racheté le château. Et ce qui leur a permis eux de se désendetter enfin parce que mon père a 70 ans et donc il était temps qu'il se désendette. Ok. Et du coup, il a sûrement été en plus réinvestir ou en tout cas eu un peu plus de liberté ailleurs, quoi. Bah, complètement, ouais. Ok, donc tu es maintenant maître à bord et vraiment tu as tout le périmètre pour toi. Qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce que tu as testé pendant ces 4 ans qui ont fait que bah, toi-même tu as pu réinvestir et te dire c'est bon, je peux m'endetter, la banque me fait confiance, je peux aller plus loin. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu cette confiance et qu'est-ce qui a marché du coup dans ces expériences? Bah, il y avait cette démarche entrepreneuriale de toute façon que j'avais. Donc, en fait, et puis la formation école de commerce où on nous apprend quand même à baratiner un peu et à défendre n'importe quel projet qui fait qu'en fait, j'ai pas trop peiné, on va dire, à obtenir mon emprunt bancaire. Moi, en fait, essentiellement, l'axe que j'essaye de développer en fait dans les châteaux, c'est vraiment le même que mes parents en fait avaient dans les années 90, mais où ils ont raté en fait certaines étapes et notamment le passage voilà à Internet, etc. et certaines choses qui bah voilà qu'ils ont pas forcément vu passer. Mais c'est en fait de faire venir les familles dans les châteaux. De faire venir les familles, c'est la stratégie McDo de se dire bah voilà tu vas bouffer au McDo quand t'es petit et voilà bah quand tu seras en âge d'avoir des enfants bah t'emmèneras tes enfants chez McDo. Et ben moi c'est exactement en fait la même chose. Je me suis rendu compte que de plus en plus en fait on avait un visitorat qui vieillissait avec Mhm. en fait bah voilà que des groupes du troisième âge et donc bah moi j'avais pas envie de ça. Je me suis dit et puis surtout je me suis dit bah en fait concrètement dans 20 ans je suis dans la merde parce que Oui, voilà j'ai plus de j'ai plus de visiteurs. visiteurs. Et quand je parlais avec aussi des gens de ma génération et qui me disaient oui bon globalement c'est sympa les châteaux mais bon quand on a visité un tu les as tous vus enfin voilà les châteaux de la Loire, voilà, on va pas tous les faire. Il y en a 50, même plus, 100. Et ça m'interpellait parce que moi, je suis passionné d'histoire aussi. Et je connais donc bah, ma maison et l'histoire qu'il y a, qui est pas une grande histoire de France, mais où il y a des anecdotes intéressantes et qui, je Mhm. trouve, en fait, sont intéressantes. Il y a eu plusieurs déclics. Il y a le succès planétaire de Game of Thrones qui m'a énormément marqué parce que je me suis dit, putain, en fait, bah, allez, en rajoutant un peu de quelques dragons, voilà, mais en gros, sinon, en fait, ils ont pris l'histoire de France et ils en ont fait en fait une histoire qui passionne des millions de personnes à travers le monde. Et donc, en fait, bah, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, on est vraiment nul pour présenter en fait notre histoire de France parce que c'est ni plus ni moins que bah, Game of Thrones, des histoires de famille, de jalousie, de trahison, d'inceste, enfin d'amour, enfin de folie des grandeurs, enfin tout est là quoi. Et quand on regarde même en fait à l'échelle donc de l'histoire de France, mais la plus petite histoire, bah en fait dans chaque château, dans chaque lieu historique, il y a des anecdotes incroyables, des anecdotes de vie
qui en fait nous paraissent lointaines maintenant parce que on est dans une civilisation et on vit à 100 à l'heure et tout va très vite, et en fait quand on regarde 10 ans en arrière, ça nous paraît déjà une éternité. Mais en fait, si on regarde, il y a 200 ans, c'est quoi? C'est 5, 8 générations, quoi. Donc en fait, c'est pas grand chose, et nos modes de vie ont beaucoup évolué. Et donc en fait, vraiment l'idée, c'était d'arriver par le jeu essentiellement à mettre en place des scénarios qui fassent rentrer les gens, et en les forçant un peu à devenir acteurs de leur visite, à n'avoir plus une écoute passive comme on pouvait avoir dans une visite guidée ou dans une visite de château avec un petit guide du visiteur, et où en fait faut quand même faire un effort de s'intéresser, de dire c'est quoi ce truc et tout, voilà. Mais tout le monde fait pas forcément ces efforts-là. Et moi, le premier, hein, quand je visite parfois des châteaux, honnêtement, voilà, je vais aimer l'ambiance générale, mais je vais pas aller m'intéresser à certains trucs. Ou même dans des musées, je m'étais fait la réflexion aussi en visitant le Louvre une fois. Je m'étais dit, mais en fait, il y en a tellement que c'est un effort intellectuel de dingue de se dire presque un peu oppressant de faire le lien pour en fait vraiment comprendre la dimension de l'œuvre, de replacer ça dans son contexte de l'époque, de dire pourquoi c'est ouf, parce que c'était en fait à cette époque-là tout le monde peignait comme ça et que lui il s'est mis à peindre comme ça. En fait ça demande une vraie médiation, et qui du coup je pense peut passer par le jeu. Et donc en fait j'ai rapidement mis en place des principes escape game, de Cluedo géant avec des acteurs, ou même des principes plus simples où en fin de compte on scénarisait un peu la visite, et en leur mettant des challenges un peu dans chaque pièce où ils devaient, ça nous permettait d'attirer leur attention sur des points de détail, ce genre de choses. Et donc, par exemple, sur ce château-là de La Ferté, il y a un delta, il y a une croissance des visiteurs. Est-ce que tu peux nous dire de quel était le point de départ et en 4 ans ce que tu arrives à faire? Ouais, alors mes parents étaient montés jusqu'à 60 000 visiteurs en gros à la fin des années 90, et puis après en fait il y a eu toutes les années 2000 où ça s'est un peu affaissé, et on était tombé à 35, 38 000 visiteurs en gros par an. Et là je suis remonté en fait à 55 000 visiteurs là, depuis 3-4 ans maintenant, mais avec une tendance depuis pareil 3-4 ans où en fin de compte je cherche pas forcément à augmenter mon nombre de visiteurs, mais plus en fait à augmenter mon panier moyen. Rajeunir. Ah, aussi. À rajeunir et à augmenter mon panier moyen. C'est-à-dire qu'en fait, ils appellent ça maintenant avec le mot qui est très à la mode, c'est le slow tourisme. Oui. Mais c'était vraiment ça, en fait, ma démarche un peu intuitive, c'était de me dire, je vois pas trop l'intérêt, en fait, d'aller faire des journées où on accueille 1000 personnes, où c'est un peu à la chaîne, les équipes sont fatiguées, donc en fait, la qualité d'accueil est moins bonne. Les gens sont parfois au touche-touche. Quand c'est des familles avec des enfants en bas âge, c'est pas agréable. Les parents sont stressés, les enfants sont fatigués, etc. Et donc, en fait, petit à petit, on a augmenté un peu nos prix d'entrée. Alors, on reste sur des prix d'entrée qui sont en gros autour d'une place de cinéma, hein, donc c'est 12-14 euros, quoi. Voilà, on a peut-être un peu plus que. Mais sur des jauges comme ça, mais où par contre, en fait, on leur vend une vraie expérience pendant 2 heures, et où ils ont, où ils ont 2 heures et où ils ont une garantie chez nous, en fait, d'être accueillis, surtout s'ils achètent leur billet en ligne. En plus, ça permet en fait de se débarrasser un peu du côté échange monétaire qui est toujours un peu compliqué, mais où ils sont vraiment accueillis au sens premier du terme à l'entrée, et où derrière en fait il y a quelque chose qui est calibré avec des créneaux horaires, et donc en fait ils vont se retrouver souvent, en fait ils nous disent on a l'impression d'être tout seul, et c'est ça qui est extraordinaire, et parce qu'en fait on essaye de caler nos groupes pour que c'est en fait ça se suive, et que les gens puissent avoir vraiment en fait un sentiment de découverte du château de manière la plus agréable possible. Et tout ça, du coup, il y a une saisonnalité aussi. Du coup, est-ce que sur l'arrière-saison, il y a des choses que tu as mis en place, ou justement c'est une saison qui permet de faire des travaux, de faire de l'entretien, de faire des choses comme ça? Alors ouais, ça c'est aussi une des grosses évolutions du tourisme sur les 10 dernières années, c'est qu'en fait la saisonnalité qu'on avait, qui était très forte avant, où concrètement on faisait 80% de notre chiffre d'affaires entre juin et septembre, maintenant c'est plus le cas. Et on a, en tout cas, ça dépend des régions. On a des régions comme la Bretagne, je pense, la Dordogne, qui reste sur une saisonnalité extrêmement forte, et où grosso modo c'est juillet-août, il faut pas se rater. Sur la région Centre-Val de Loire et sur la vallée de la Loire en général, on a réussi à vraiment en fait lisser la saison. On a des vacances de février qui sont très bonnes, des vacances de Noël qui sont extrêmement bonnes. À Noël, en 15 jours, on fait autant que le mois d'août, pour te donner une idée. Parce qu'en fait, les gens, on s'est rendu compte qu'ils sont en vacances dans le coin, ils sont en famille. Ils sont en famille, Noël, ils viennent voir, ouais. Il y avait rien à faire en fait sur les vacances de Noël. En général, les châteaux justement fermés pour faire des travaux. Et en fait, les gens ne savaient pas où se taper, quoi. Et c'est justement en fait, moi, ça a été une des périodes qui m'a le plus intéressé, parce que je me suis dit, en fait,
typiquement là où mon cœur de cible en fait est disponible, c'est-à-dire les familles où on a parfois 3 générations, les grands-parents, les parents, les enfants qui sont ensemble. En fait, et c'est aussi un truc que j'aime, enfin voilà, où c'est vraiment quelque chose qui fait vraiment partie de mon ADN, en tout cas sur ce que j'essaye de mettre en place dans mes châteaux, c'est que j'aime pas faire des choses pour les enfants, ou pour une tranche d'âge, ou pour les adultes. C'est pour tout le monde. C'est en fait la notion de partage. C'est tous au château, hein, Exactement. le groupe. Exactement. Et alors, ça désarçonne parfois un peu, parfois souvent quand j'ai des grands-parents qui viennent avec leurs petits-enfants et qui, en fait, cherchent une activité pour leurs petits-enfants. Et je leur dis, mais non, en fait, moi, dans ma visite, ça va être adapté à vos enfants, mais va vous falloir que vous fassiez un effort aussi, vous, parce qu'il y a des choses qui sont pour les enfants, d'autres qui sont pour les parents. Et ce qui m'intéresse, en fait, c'est quand il y a une transmission aussi qui est faite entre les parents et les enfants. Et la subtilité de mes parcours de visite, c'est d'essayer, on n'y arrive pas tout le temps, hein, mais on essaye de faire en sorte que en fait le père ou le grand-père soit obligé de décoder en fait l'énigme pour son petit-fils et de faire l'énigme avec son petit-fils. Et ça, c'est pour moi très important. Et c'est pour ça aussi qu'on a aussi un très beau taux de satisfaction et ce qui, du coup, a généré une fidélisation qui fait qu'on est moins dépendant. On l'a vu cette année, typiquement en 2020. Moins dépendant des cycles et des crises en fait externes. Quand on a en fait moins de touristes étrangers comme c'est le cas, ça a été le cas cette année, en fait on arrive à prendre le relais sur des clientèles locales en renouvelant. Alors ça demande un gros effort de renouvellement des activités, mais qui du coup, si on renouvelle, sont prêtes à revenir parce qu'ils ont eu une très bonne expérience la première fois. Un peu comme chez un restaurateur qui a des menus alors c'est pas peut-être pas des menus tous les jours qui changent, mais des menus de saison, donc tous les 3-4 mois ça peut changer et puis ça fait revenir les personnes. Complètement, et c'est en plus quelque chose aussi auquel je suis très attaché parce que c'est vraiment cette notion en fait dont on parle beaucoup de circuit court. Oui. Souvent, on se dit, en fait, le tourisme, comment est-ce qu'il peut être en circuit court? C'est forcément les touristes qui viennent de l'autre bout de la France ou étrangers qui vont venir, en fait. Mais non, on est pour moi, en fait, j'assume complètement le côté loisir culturel. Pour moi, c'est ça, en fait. Les gens, notamment en province, c'est quand même devenu très, très compliqué de déplacer des personnes pour des produits culturels purs. Par contre, en fait, le loisir culturel, en fait, nous, on a une vraie valeur ajoutée par rapport à du loisir qui serait dans un centre commercial ou autre. C'est qu'en fait, nous, en fait, on a une authenticité, on a une histoire et auquel les gens, en fait, quel que soit leur milieu socio-professionnel ou leur niveau d'éducation, en fait, sont hyper sensibles. Et moi, c'est vraiment quelque chose, en fait, qui me tient à cœur de se dire, en fait, les gens qui viennent chez moi, ils ont fait maximum 1 heure de route à certaines périodes. Et pour moi, justement, en fait, on travaille avec des producteurs locaux, avec des prestataires locaux, des acteurs locaux quand c'est en théâtralisation, et on fait venir des gens du coin. Il n'y a pas besoin d'aller en fait séduire des clientèles à l'autre bout de la planète qui vont prendre l'avion, etc. Et c'est vrai que ça c'est aussi propre à, je pense, à notre génération de cette prise de conscience là. Oui. Et je pense vraiment que ça va être une tendance de fond sur les prochaines années. Sur l'aspect du coup de la communication et de la digitalisation, qu'est-ce qui a été mis en place et comment aujourd'hui tu attires et tu es présent, en tout cas tu représentes vos châteaux sur le web? Alors, ça a été très long. Ça a été des projets qui sont menés sur plusieurs années parce qu'en fait, il a fallu commencer par refondre le site internet, retravailler du coup en profondeur toute l'architecture du site, avoir une réflexion sur le SEO, Search Engine Optimization, les réseaux sociaux également, la collecte de données. En fait, on a vraiment sauté le pas il y a 2 ans quand on a réussi à passer le cap des 25% de nos visiteurs à l'année qui avaient réservé en ligne pour venir. Et donc, en fait, on collectait leurs données. Et donc, ça nous permettait, en fait, de les recibler de manière raisonnée. En tout cas, on essaye, soit via les réseaux sociaux, soit via l'emailing. Et tout en leur faisant en plus profiter d'avantages commerciaux mais pas forcément. En fait, ça peut être aussi. On s'est rendu compte que en fait, on génère un capital sympathie qui est extrêmement important lors des visites, et qu'en fait, on perdait ce capital sympathie parce que on n'arrivait pas à garder le contact en fait avec nos visiteurs. Mais si vous donnez des nouvelles,
bah voilà, en fait, ils sont preneurs et on a plein de gens en fait qui nous disaient, bah, on aimerait en fait, voilà, envoyez-nous des photos des travaux, voilà, parce qu'on on vient d'Alsace ou on est à Paris, on peut pas pouvoir venir tous les 4 matins. Mais par contre, bah, on a vu lors de notre dernière visite des artisans travailler sur le toit. On aimerait bien voir la fin, etc. Et en fait, bah, les réseaux sociaux, l'emailing et la collecte de données via l'achat de billets en ligne, bah, nous permet ça. Donc ça s'est vraiment mis en place en 2019. En 2020, on a passé un énorme cap, évidemment. Alors, en plus, avec le contexte sanitaire où globalement, en fait, les gens étaient quasiment obligés de réserver. Donc, on a plus de 60% de nos visiteurs en 2020 qui ont réservé, en fait, ont acheté leur billet en ligne. Et puis, en fait, aussi, les concepts qu'on mettait en place avec justement ce système de créneau horaire, de réservation, en fait, où on accueillait les gens par créneau horaire bah, permettait en fait, enfin obliger les gens en fait à réserver. Donc ça a été un peu long à mettre en place, que ça crée de la frustration pour les gens qui n'ont pas l'habitude. Mais voilà, ça s'est fait comme ça. Donc c'est vrai que maintenant en fait on travaille sur des bases de données qui sont quand même assez conséquentes et qui nous permettent de vraiment en plus de faire des choses. Enfin c'est incroyable ce qu'on peut faire en fait maintenant, d'affiner en fait entre des gens qui bah voilà, sont venus une fois et ne souhaitent pas forcément recevoir en fait tout le temps de la communication, donc on leur envoie peut-être un mail par an. Et puis d'autres en fait qui sont beaucoup plus demandeurs, et donc là c'est tous les mois où on envoie une petite lettre d'information, voilà, pour leur tenir au courant de nos dernières animations, le château côté un peu coulisses, ce genre de choses. Ok, super. Donc aujourd'hui, dans la famille et toi, on va dire sur tes épaules, il y a combien de châteaux et combien de projets, de travaux et de visiteurs qui viennent dans votre écosystème? Alors, si on fait un petit bilan de l'écosystème châteaux familiaux, en gros, on a donc du côté de mon oncle, je vais commencer par là. On a donc mon oncle Michel qui a le château de Saint-Fargeau dans le Lyonne, où il y a un grand spectacle son et lumière sur lequel mes cousins, donc la deuxième génération, travaillent et sont vachement investis, où ils font des visites nocturnes et un grand spectacle son et lumière qui mobilise 800 bénévoles depuis près de 40 ans maintenant. Et donc, pareil, il y a 3 générations d'acteurs. Donc, c'est vraiment tous les gens du coin qui viennent chaque année, qui posent leurs vacances pour le spectacle historique, pour C'est tenir vraiment leur génial rôle. ça. Donc le château de Saint-Fargeau, et puis mon oncle en 1998 avait donc lancé donc le chantier médiéval de Guédelon, qui accueille lui plus de 350 000 visiteurs par an. C'est le deuxième site le plus visité de Bourgogne après les Hospices d'Aubonne, donc et qui a été énormément médiatisé et qui est effectivement un projet complètement fou. C'était un pari au départ. Il pensait pas du tout. En fait, enfin au départ c'était même en fait un délire entre passionnés, où il avait rassemblé une bande de fous, de compagnons, et ils se sont dit on fait notre truc dans notre coin au fond des bois. Et puis en fait, ils ont eu des reportages télé. Et puis bah il y a des gens qui ils sont venus comme ça en fait. Ils pensaient pas qu'il allait y avoir des visiteurs, mais il y a des gens qui sont venus. Il y avait même pas à peine une route pour accéder au truc. Et puis bah voilà, petit à petit ça s'est développé. Et maintenant c'est vraiment un pôle touristique majeur, et notamment au niveau des scolaires, où ils accueillent énormément de scolaires chaque année. Donc pareil, dans cette logique de transmission aux plus jeunes, c'est aussi quelque chose qui est très important. Il y a beaucoup de recherches aussi et d'études qui sont menées avec c'est même des des études internationales. Complètement, il y a un comité scientifique qui suit Oui. le chantier. C'est de l'archéologie expérimentale. C'est-à-dire qu'en fait, ça a permis de répondre, et ça va encore, je pense, répondre à plein de questions qui étaient un peu sans réponse chez les archéologues, de se dire, bah, en fait, concrètement, comment est-ce qu'ils ont fait pour monter telle voûte, comment est-ce qu'ils s'y prenaient, qu'est-ce qu'ils mettaient aux fenêtres, parce que, bah, en fait, c'est très joli, bon, bah, voilà, mais il devait y avoir des courants d'air pas possibles. Donc, alors, est-ce que si on essaye de mettre du papier dans l'huile ou de la toile dans l'huile, est-ce que ça marche, enfin, et en fait, ils ont vraiment, par l'expérience, ils ont réussi en fait à répondre à plein de questions que les castellologues, comme on dit, les spécialistes des châteaux forts, Oui. se posaient. Et donc, c'est vraiment un projet qui est extrêmement suivi, et ils reçoivent régulièrement des scientifiques du monde entier qui, en fait, viennent voir concrètement comment ça se passe en fait sur place. Et pour des châteaux parfois à l'autre bout enfin peut-être pas du monde, mais en tout cas de l'Europe, se dire bah voilà, on a une question, on est tombé sur un élément architectural un peu particulier. Est-ce qu'on peut venir voir sur place sur comment est-ce qu'en fait il taille pour voir en fait si ça tient la route, et pour vérifier une datation, ce genre de choses.
Ouais, j'invite vraiment tout le monde à aller voir la chaîne YouTube. J'ai appris beaucoup de choses et je me tiens informé justement grâce à ces vidéos. Et du coup, sur l'autre côté familial, Et donc sur l'autre branche, donc mon père Jacques, lui donc avait donc racheté La Ferté en 1987. oui, Et donc là maintenant en fait donc moi j'en suis propriétaire. Au travers de ma société, j'exploite en direct également le château de Saint-Brisson-sur-Loire, qui est à côté de Gien, donc qui est en fait entre La Ferté et Saint-Fargeau. Et donc un petit château médiéval qui appartenait à une commune et qui n'avait pas les moyens financiers, en fait, notamment avec la baisse des dotations de l'État ces dernières années, de continuer à faire face aux coûts d'entretien du château. Et donc, ils ont cherché à trouver un repreneur qui continue l'ouverture, parce que c'est important, évidemment, pour là aussi la vie économique locale. oui, C'est un petit village de 200 habitants, de 800 habitants, pardon. Il y a 3 commerces. Concrètement, si le château ferme, c'est il n'y a peu plus rien. probable que les commerces en fait tiennent, parce que il y a quand même un petit peu de flux, même si ça reste modeste, mais c'est important pour ces territoires ruraux. Et puis j'ai repris en gestion aussi en 2015 le château de Beauménil, qui est aussi un très beau château en Normandie, dans l'Eure, qui appartient lui pour le coup à une fondation. Donc moi je suis ensuite l'exploitant. Et pareil, la fondation n'arrivait plus à suivre les évolutions du tourisme actuel. Il y avait il y a une collection de reliures d'art absolument exceptionnelle. C'est une des plus belles collections privées en Europe de reliures d'art. Ça va en gros des premiers incunables qui sont sortis sur les presses de Gutenberg jusqu'à des reliures royales qui ont appartenu à Marie-Antoinette, Louis XVI, Richelieu ou autres, ou même des reliures 19e un peu plus contemporaines, mais qui sont vraiment des vrais travaux, un travail d'orfèvre. Moi, je connaissais absolument rien. Et quand je me suis intéressé au sujet, j'ai trouvé, c'est vraiment du travail d'artisan phénoménal. Et donc, le but, c'était justement, ils ont fait appel à moi pour essayer de redynamiser la fréquentation du château et de arriver à refaire venir un peu de monde pour valoriser cette collection et ce patrimoine exceptionnel. Et puis après, donc j'ai mon frère qui est juste en dessous de moi, qui a 2 ans de moins que moi, Édouard. Donc, qui lui a racheté le château de Vaux, qui est Oui, dans l'Aube, donc dans l'est de la France, à côté de Troyes. Qui est un château sublime 18e, qui en gros était un ancien centre d'accueil de jeunes filles handicapées dans les communs. Et le château en tant que tel, en fait, avait été tôlé et étayé de tous côtés. Et en fait, donc, il a été protégé, figé, mais sous cette bulle de tôle, en gros. Il est dans un état déplorable. Et donc, voilà, ça fait 5 ans maintenant qu'il est là-bas. Et il a terminé en 2020, pareil, sa première très grosse tranche de travaux, où tout le pavillon central a retrouvé une couverture en ardoise. Les niveaux ont été reconstitués parce qu'en fait, il y avait des parties du château où, en gros, de la cave au grenier, c'était ouvert. oui. Et donc, lui, il fait Bravo. essentiellement des réceptions. Donc, Ok. mariage, séminaire. Il a pas mal d'hébergements, du coup, dans le centre de jeunes filles handicapées qu'il a retapé pour rendre ça un peu plus vendeur et pour faire des hébergements de groupe. Et ça n'a pas été compliqué là justement 2020 2020, pour lui, dans il a été cette très cible? compliqué. Ouais, pour Ouais. lui, 2020 a été très compliqué. C'est celui de la famille qui a le plus souffert en termes de perte de chiffre d'affaires parce que justement, en fait, il avait un modèle économique qui était très centré sur cette clientèle-là. Et donc, les mariages, effectivement, ils ont tous reporté, tous annulé. Donc, il a perdu quasiment les 2 tiers de son chiffre d'affaires. Donc, voilà, il garde le moral. Il y a eu le prêt garanti par l'État qui permet de faire un palliatif, on va dire, Oui. à court terme. Il reste confiant sur ses capacités au moment de la reprise à redévelopper son chiffre d'affaires, Hmm. mais c'est des moments qui sont pas évidents. Ouais. Et est-ce qu'il y a Et il y en a d'autres 2 autres. propriétés? Ouais, Ouais, deux autres. j'espère que j'ai pas perdu tout le monde. Mais il y Je a referai un petit détail dans la description. Ok. Et du coup, il y a ma sœur Alice qui a travaillé pendant 5 ans avec les parents en Dordogne, donc au château de Bridoire, à côté de Oui. Bergerac, et qui a fait le même système que moi en fait à La Ferté finalement, et l'a racheté là cette année. Là, elle signe en 2021 le rachat de Bridoire, et ce qui a permis à mes parents Génial. de se racheter encore un autre château qui est toujours en Dordogne, mais lui du côté de Sarlat, donc dans le Périgord Oui. noir, et qui est un château sublime dans un environnement naturel de dingue, qui domine les boucles de la Vézère, donc c'est vraiment la vallée de Ah l'Homme oui. avec Lascaux, etc. Et donc ils ont pu donc se racheter ce château, le château de Marzac, qui avait jamais été ouvert au public. C'était la première année qu'il ouvrait au public en 2020 de son histoire. Et ça a bien fonctionné. Et eux ont du coup
voilà, comme ils commencent à être un petit peu âgés, voilà, s'orientent vers un modèle économique où ils ont toujours besoin d'activité, mais uniquement 2 mois dans l'année, donc juillet et août, et le reste de l'année, ils profitent de leur mode de vie à la campagne avec leurs vaches, leurs poules et leurs oies. Donc c'est quand même assez impressionnant. Euh, il y a des outils que vous arrivez à mutualiser au-delà de cette expérience. Bah, c'est surtout l'expérience, honnêtement. C'est surtout C'est surtout l'expérience. l'expérience et Ouais, les parce que contacts et les modèles de réflexion. ouais, et puis alors on est dans un environnement qui est voilà de plus en plus normé, hein, y compris pour les châteaux qui sont par définition hors normes. Et on est obligé de se confronter aux règles de RP, d'établissements recevant du public, donc Ouais. très 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 compliqué. Et donc c'est vrai que ça pour le coup ça a été très précieux parce que lorsque l'un arrivait à trouver une solution sur une porte qui n'était pas assez large pour faire passer un fauteuil roulant, enfin voilà, on arrivait en fait à s'échanger des bonnes pratiques qui nous permettait de répondre aux normes qu'on nous demandait, alors qu'en fait, quand on est tout seul et que ça nous tombe dessus, qu'on a 5 pompiers, 2 gendarmes et 3 élus locaux qui nous tombent dessus et qui, pendant 2 heures, font le tour du château et nous disent « Ah bah ça va pas, ça va pas, ça va pas », bah, honnêtement, on se sent franchement démoralisé. Et le fait, en fait, voilà, d'être tous en fait, un peu dans le même bain, de voir aussi des personnes différentes, parce qu'en fait, l'application de ces normes, en fin de compte, est quand même très liée à un côté humain et à un Oui. bon sens, en fait. Bah, ça nous a permis, en fait, de nous sortir de pas mal de situations compliquées. Et puis après, on mutualise certaines choses. Voilà, bon, ça va être des choses comme les imprimeurs pour tout ce qui est impression de dépliants, de flyers, etc. Mais c'est surtout beaucoup de partage d'expérience. Vous la documentez cette expérience ou c'est que dès que j'ai un souci, je t'appelle et en fait en fait de génération en génération, il faudrait peut-être. Est-ce que vous arrivez un petit peu à documenter? Bah alors non, c'est pour l'instant c'est vraiment beaucoup oral. C'est vrai que ça m'arrive mais plein de fois hein, d'appeler mon père en disant tiens j'ai vu qu'il y avait un truc là et tout, j'aimerais avoir fait ça. T'avais pas eu le même souci sur ce truc-là en particulier. Évidemment, en plus, en ce qui concerne La Ferté, il connaît évidemment La Ferté comme sa poche. Et donc, c'est beaucoup oral. Et c'est tout le travail qu'on essaye et qu'on va essayer de faire avec l'école buissonnière du patrimoine. C'est en fait, au cours des rencontres qu'on fera avec les néo-châtelains ou avec des châtelains qui en fait Alors, veulent. transition parfaite. Est-ce que tu peux du coup nous exposer ce nouveau projet et cet axe bah, du coup sur qui servira sûrement à expérimenter mais surtout à documenter, à enrichir cette expérience collective. Donc ça c'est toi au sein de ta société, ton groupement. Tu lances l'école buissonnière. L'école buissonnière du patrimoine, exactement. Ok. Mais qu'on voudrait. Enfin, alors, ce sera pas que moi, parce qu'en fait, l'idée, c'est de faire intervenir mon père, ma mère, ma sœur aussi, parce qu'en fait, on s'est aussi rendu compte que chacun, avec nos études ou nos parcours, on avait en fait des spécialités, on va dire, Hmm. et Sensibilité. des sensibilités différentes. Voilà, je sais que, enfin, ça s'est fait aussi progressivement, mais voilà, ma sœur a beaucoup travaillé sur la communication visuelle, le graphisme, etc. J'ai mon dernier frère qui est dans la vidéo. Édouard a une expertise beaucoup plus en fait sur la partie hébergement et réceptive. Donc voilà, mon père évidemment c'est une mine d'informations sur les travaux, les petites astuces comme il dit, voilà avec les artisans pour voilà, on a une poutre dans le vide, comment on fait pour pas forcément la changer complètement et déposer tout le plafond, mais arriver à faire un petit renfort par en dessous, etc. Donc ça typiquement voilà, c'est des choses au travers de cette école buissonnière du patrimoine où on voudrait enregistrer en fait les échanges qu'on a entre nous, mais aussi avec les autres porteurs de projets qui viennent nous voir pour en fait documenter un petit peu tout ça et travailler sur des fiches thématiques qu'on pourrait ensuite proposer. Ouais. Donc c'est vraiment créer un collectif de personnes, de porteurs de projets qui sont un petit peu dans la même situation que toi tu as pu l'être, même si évidemment il y avait cette expérience et cette ancienne génération qui était déjà en place. Donc vraiment pour les aider et amener de la réflexion, de l'intelligence collective
autour de ces projets de rénovation, de transmission, d'exploitation de châteaux. Ouais, complètement. Et puis en fait, c'est des choses. Alors concrètement, si on avait de l'argent, enfin pour les problématiques, par exemple de normes de RP, d'établissement de recevement du public, bah, il y a des cabinets de conseil qui sont spécialisés là-dedans, qui vont venir, qui vont faire une étude personnalisée, etc. Enfin voilà. Mais en fait, voilà, on parle de dizaines de milliers d'euros et nous, on n'a pas les moyens. Et puis en plus, enfin, Et pas le imaginons temps pas comme de gérer ça. puis c'est des crève-cœurs en fait de se dire bon bah en fait enfin on va mettre 10 000 euros là-dedans mais en fait avec 10 000 euros on change 3 fenêtres on peut faire enfin voilà on peut faire plein de trucs on peut redécorer une chambre racheter du mobilier enfin donc enfin voilà on n'a pas envie du tout de faire ça et on s'est rendu compte justement que au travers de cette mise en commun familiale dans un premier temps d'expérience avec Edouard qui nous disait bah tiens la commission de sécurité ça s'est passé comme ça j'ai réussi je suis tombé sur un pompier hyper sympa qui m'a dit que bah voilà par exemple je pouvais faire ça passait en fait pour la norme bah ça en fait ça vaut de l'or hein. Et Ouais. c'est ce que le cabinet de conseil va faire mais avec une étude qui va durer 6 mois avec des enfin bon voilà et beaucoup d'argent et donc en fait l'idée c'est de compiler un peu tout ça et de se dire que bah en fait au travers de ces fiches ou de conversations téléphoniques qui peuvent parfois durer mais même en 1 heure de temps en fait où on va répondre aux questions en fait des gens qui vont en fait subir les mêmes problématiques que nous et bah du coup sur un prix beaucoup plus modique en fait que une étude personnalisée complète etc. quoi. Donc ça, c'est un axe important. Donc oui, il y a aussi cette possibilité de, de, de passer la gestion de sa propriété, de son domaine, de son château. Ouais, c'est ce que j'ai fait avec la fondation Fürstenberg à Beauménil. Donc, il m'a confié Beauménil au niveau de l'exploitation. Donc, en gros, concrètement, en fait, je gère tout. Eux restent responsables du clos et du couvert. Et puis, en fait, on a un deal qui est assez intéressant où bah, moi, je gère l'exploitation touristique. On partage les bénéfices en fait à la fin. Et après, en fait, on discute avec le conseil d'administration à la fin de l'année sur bah, quelles sont les priorités de restauration, d'investissement pour peut-être développer la fréquentation, faire un nouveau gîte, agrandir le bâtiment d'accueil. Enfin voilà, et je leur apporte aussi, je pense, un peu aussi ce regard un peu de l'expression bon père de famille. Je suis Hmm. pas voilà, mais de voilà de très de vraiment lié au terrain et à l'expérience et de se dire bon bah voilà là on a une petite fuite, bon bah il faut pas attendre, il faut aller apprendre le coureur du coin et puis même si on met un truc qui est un peu bricolage, bah, au moins en fait on arrête la fuite quoi. Et parce que le problème en fait aussi des monuments historiques souvent, c'est que les dossiers de travaux ont une inertie énorme. Ça peut parfois être compté en années avant que entre le moment en fait où on lance un projet de restauration d'envergure et où le début où en fait où bah, les artisans vont arriver sur le chantier quoi. Et ça c'est pas possible quand on a bah, des points de fuite, notamment. C'est souvent ça en fait qui est vraiment problématique et où il va se passer 2 ans et où en fin de compte, ce qui aurait coûté 10 000 euros si ça avait été traité tout de suite un peu à la Cosaque, on va dire, bah en fait va en coûter quasiment 1 zéro de plus si on laisse pendant 2 ans un pied de ferme ou pourrir qui va entraîner des équipes de la charpente qui vont ensuite du coup créer un désordre dans la maçonnerie et c'est en fait c'est un cercle vicieux qu'il faut absolument briser en fait et ça ne peut se faire que en étant sur le terrain quand il pleut à chaque fois que moi qu'il y a des orages je suis tout le temps dans mes charpentes quoi je suis tout le temps dans mes charpentes pour aller voir parce qu'en fait c'est des maisons qui sont tellement grandes Ouais. que ça en passe par là quoi. Et donc voilà, je l'ai fait avec la Fondation Fürstenberg et là je suis en négociation avec 2 autres collectivités locales pour effectivement reprendre la gestion d'autres monuments historiques. Après, c'est des dossiers qui sont en général très longs parce que bah voilà, faut penser à c'est très compliqué de décorréler la propriété et puis même moi en fait, je me lancerai pas dans un projet si déjà il faut une certaine période, c'est-à-dire qu'en fait il y a beaucoup de délégations de services publics qui se font sur certains monuments sur 5 ans, 10 ans. Pour moi, c'est beaucoup trop court en fait parce que je Ah considère oui. qu'un projet en fait monte avec le temps et Hmm. que on expérimente des choses, même si on a une certaine expérience, bah il faut en fait connaître le terrain, il faut connaître l'environnement touristique, économique du coin, comment est-ce que les gens interagissent. Et ça prend du temps et donc en fait voilà ça se fait petit à petit pierre après pierre pour le coup donc voilà moi je travaille vraiment sur du long terme et puis bah du coup sur du long terme bah, il faut penser à pas mal de choses la répartition concrète voilà bah il y a une fuite dans le toit qui est-ce qui à qui en revient la responsabilité de payer donc c'est des dossiers qui sont assez longs à mettre en place
mais qui où il y a énormément de demandes parce qu'il y a plein de collectivités locales à l'heure actuelle. Il faut savoir que 50% des monuments en France appartiennent en gros à des communes, des départements ou des régions. Enfin, 40%, 10% État et les 50% restants, c'est des privés. Et notamment les communes, ils n'ont pas en fait ni les compétences ni les moyens financiers en fait d'arriver à faire face à ce que demande en termes d'investissement humain et financier un monument historique. Donc c'est vrai que ce processus de délégation de services publics à des opérateurs privés, ça fait quelques années que ça existe, mais je pense que ça va être amené à s'accélérer et c'est un enjeu pour moi essentiel parce que en fait, si ces communes ne trouvent pas de repreneurs, en fait, ils vont laisser tomber ces monuments. Ça va tomber en ruine, ouais. Mm. Et c'est pas, ce n'est pas une option chez les Guyot. On peut pas sauver tous les châteaux, mais c'est vrai qu'on se refuse à un discours qu'on entend malheureusement de plus en plus au sein même du ministère de la Culture, qui est ou même du Centre des Monuments Nationaux, de se dire en fait on va peut-être devoir privilégier en fait les grands châteaux et les petits sites voilà qui ont une histoire moins intéressante ou une architecture moins intéressante. On va devoir les laisser tomber. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de dramatique parce que, comme je le disais tout à l'heure, en gros, même si un site fait 10 000 visiteurs par an ou 5 000 visiteurs par an, en fait, c'est 5 000 visiteurs qui l'attirent sur un territoire qui est souvent à 95% du temps très rural et qui, du coup, en fait, il y a quand même un microsystème économique en fait autour de ce château. Et donc, je pense vraiment que c'est une mauvaise stratégie en fait de se dire voilà en fait pour moi en fait il faut changer de paradigme en fait à l'heure actuelle l'État ou les collectivités ou certains propriétaires en fait considèrent que il faut tout de suite mettre en fait des millions d'euros pour restaurer le château pour faire un super projet et tout. En fait, je pense qu'il y a vraiment des modèles économiques différents où l'investissement peut se faire sur du long terme et surtout où la gestion peut rapporter de l'argent. Alors, c'est quelques dizaines de milliers d'euros par an, mais en fait, mis bout à bout, on arrive à 100 000 au bout de 10 ans et on arrive du coup, à faire des tranches de travaux intéressantes. Très, très intéressant et je partage évidemment cette vision. J'accompagne quelques porteurs de projets un petit peu dans ce sens-là. Ce que je vois aussi, c'est notamment, je pense que j'ai été targeté à force de regarder les vidéos sur Guédelon. Sur YouTube, il y a quelques aventures on va dire, de porteurs de projets qui ont envie de revenir un petit peu sur leur territoire et qui prennent en charge et en main des propriétés. Je pense notamment à un tout nouveau projet sur la commune d'Ussel qui cartonne là, en ce moment sur YouTube. Ils ont dû se prendre 100 000 abonnés en très très peu de temps. Je pense. J'irai voir parce que je connais pas. J'irai voir. À Ussel, je pense. Alors, c'est pas un monument historique. C'est un de leurs avantages, mais ils ont un très très beau projet et ils profitent justement actuellement de cette période un peu plus creuse et compliquée pour faire vraiment tous les travaux. Et du coup, il y a moins de tranches, mais c'est une sauvegarde de patrimoine. En centre-ville, il y a 6 hectares de parc. Donc c'est très très intéressant. Ils veulent faire un hôtel-restaurant. Je pense qu'il y a beaucoup de ces modèles économiques, de ces voilà, c'est une imbrication de plein d'activités qui peut justement faire évoluer et attirer tout ça. Est-ce que surtout dans le défi de la ruralisation, la ruralité surtout. Oui. Et ça fait des années qu'il y a des plans de revitalisation rurale, etc., qui sont pas forcément couronnés de succès. C'est vrai que les monuments historiques, quel que soit le modèle économique, en fait, c'est une des rares entreprises où, en gros, pour 1 euro de chiffre d'affaires généré par le monument historique, mais il y a 10, 15 ou 20 euros qui sont générés en fait dans un périmètre et dans un rayon proche. C'est juste colossal parce qu'en fait, quand on accueille des chambres d'hôtes, des mariages, des séminaires, tout ça, ce sont des gens qui vont consommer sur place, des touristes évidemment. Ils vont faire le plein au petit supermarché du coin, ils vont s'arrêter à la boulangerie du coin.
Le monument historique, s'il accueille des mariages, ça va être la fleuriste du coin qui va bosser avec Le traiteur. boulanger, le traiteur. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un effet de levier qui est, je pense, honnêtement, sans aucune commune mesure, avec n'importe quelle entreprise qui s'installe sur un territoire. Donc, en fait, je trouve qu'il y a vraiment encore une fois, un enjeu, mais vital à tout faire pour que ces monuments, en fait, même s'ils accueillent quelques milliers de visiteurs par an seulement, continuent en fait à le faire parce que il y a un effet d'entraînement qui est très très important. Et il y a aussi les artisans, évidemment, avec les travaux. À l'avenir, du coup, quelle est ta vision? On va reprendre autour du tourisme et autour de ces monuments historiques sur les 5-10 prochaines années. Quel est selon toi, en plus, est-ce que avec ce qu'on a vécu, évidemment, c'est un coup dur, mais est-ce qu'il y a eu une prise de conscience du fait que en fait quand on est dans son appartement, si on fait 1 heure de route, on se prend un bol d'air et on n'a pas besoin d'aller en pension complète sur une île à l'autre bout du monde pour s'évader. Est-ce que au final il va y avoir un effet vraiment positif de cette période? Est-ce que il y a d'autres clés qui vont arriver selon toi? Moi, je pense qu'effectivement, 2020 est vraiment a été une période de crise et ça a été très dur et ça va être très dur en 2021 encore pour nous. Mais d'un autre côté, en fait, ça révèle une tendance qui était déjà un peu à l'œuvre depuis quelques années, mais qui a pris vraiment une ampleur différente autour de 2 thématiques pour moi, c'est le naturel et l'authentique. Et je pourrais rajouter le local. Oui. Et qui sont en fait 3 composantes qui sont dans l'ADN de nos sites et de nos châteaux. Donc moi, je vois vraiment en fait de continuer l'évolution que j'avais depuis quelques années, donc autour vraiment de quelque chose d'authentique. J'ai l'impression vraiment que les gens n'ont pas envie en fait de visiter toujours des châteaux parfaitement restaurés, nickel, etc. Ils ont besoin de vivre des émotions et de voir. Et en fait, oui, ok, on a une peinture écaillée, mais c'est une peinture qui a été posée au XVIIIe siècle. Et donc, en fait, elle n'a pas bougé. Et donc, en fait, on peut beaucoup plus se projeter. Et ça crée en plus des décors pour des animations, notamment théâtrales, qui sont en fait mais beaucoup plus forts qu'un château parfaitement restauré, nickel, où tous les joints sont faits, etc. Ça m'a toujours fasciné. D'ailleurs, c'est un espèce de paradoxe, c'est que les gens ont plutôt une tendance, en fait, avaient une tendance à visiter des châteaux en se disant j'ai envie de voir un château tel qu'il était au moment de sa construction. Donc avec des restaurations qui sont très léchées, très presque bling bling parfois, parce qu'il y a des couleurs très vives, l'or, etc. au XVIIe, enfin voilà. Et d'un autre côté, si on leur mettait ce genre de décor au cinéma, dans un film d'époque au XVIIe, ça choquerait. Et tout le travail des décorateurs de cinéma, en général, quand ils viennent filmer dans des lieux, c'est de patiner, justement. Ah oui. Voilà, c'est de patiner, c'est de vieillir, en fait, tout ça. Et ça choque pas les gens au cinéma. Et par contre, en fait, quand ils visitent un lieu, du coup, ils sont plus attentifs à ça. Et souvent, en fait, ils peuvent avoir en fait, des réflexions en disant quel travail il vous reste à faire, c'est de délabrer. Et par contre, quand on les met du coup dans une ambiance cinéma justement, et avec des acteurs en costume et on les plonge dans une époque, là en fait le décor en fait il prend une toute autre dimension. Alors que si on faisait l'inverse, et j'en ai discuté souvent avec des acteurs qui font des animations dans d'autres châteaux, en fait c'est terrible parce que on n'a pas du tout la même atmosphère, la même ambiance. On a des lumières un peu muséales, voilà, avec des murs blancs, machin, où la pièce est pas meublée. Ou alors il y a un meuble sous une cloche de plexiglas au milieu de la pièce. Comment est-ce que tu veux que moi en costume j'arrive en fait à faire croire aux gens, enfin voilà, à faire rentrer les gens dans mon histoire? J'y arrive pas. Alors que chez toi, justement, au contraire, là tout est authentique et donc du coup c'est beaucoup plus simple. Donc moi je crois beaucoup que cette tendance de fond va continuer. Et puis c'est ce que je te disais tout à l'heure sur les parcs et les jardins. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire autour, en plus, sur les châteaux qu'on a la chance d'avoir de l'eau, notamment avec les étés caniculaires qu'on a eu ces dernières années, des parcours nature autour de l'eau, autour des arbres, je pense vont être vraiment très intéressants à développer et ont un double intérêt à la fois économique et du coup qui va permettre un investissement et une reconstitution historique. Parce qu'en fait, on l'oublie souvent, mais les investissements paysagers, quand on veut redessiner des jardins à la française, des alignements d'arbres, des plantations d'arbres, des allées, c'est colossal. Et ça n'avait pour l'instant en fait aucune rentabilité économique parce que pour eux, les gens en fait ils se baladaient dans un parc et ils venaient pour le château avant tout.
Et je pense que ça, c'est en train de changer, qu'en fait, on va pouvoir développer des produits vraiment liés au parc et au jardin, et donc en fait permettre des reconstitutions historiques du patrimoine végétal qui entourait et qui avait été conçu avec ce patrimoine minéral. Donc ça, c'est l'un des prochains défis pour la Ferté-Saint-Aube. La Ferté-Saint-Aubin, Beauménil, Marzac, enfin, on y réfléchit tous en ce moment parce Ok. que voilà, chaque château a son environnement, avait son environnement avec des jardins, avec un parc, avec des perspectives et qui mettait en valeur en fait l'architecture du château. Et donc c'est pas toujours possible parce qu'il y a eu la pression urbaine et le développement voilà qui s'est fait. Mais là où c'est possible, on aimerait vraiment beaucoup le faire et on pense vraiment que ça peut être en plus un atout touristique dans les années à venir très important. Vous avez déjà du coup vous avez sur toutes les propriétés les documents d'archives, les plans originaux, ou sur certaines vous avez dû faire ou vous êtes en train de faire des travaux de recherche. On les a quasiment tous. On a dû faire des travaux de recherche pour les obtenir, hein, clairement. Oui. Après, la grande difficulté sur ces documents-là, c'est de savoir si c'était des projets Ah ou oui, oui, si c'était en fait une la réalité. représentation de la réalité. Eh Et oui. ça, c'est des grands débats avec la DRAC, du coup, avec les architectes, avec certains historiens spécialisés dans les jardins et dans les parcs. Et c'est très très compliqué. C'est très très compliqué. Il faut partir en fait de l'existant pour essayer de retrouver des traces et de savoir si ça a été effectivement fait ou pas. Et puis on est aussi confronté aussi à une évolution même des parcs et des jardins. Clairement, pour prendre le cas de la Ferté, mais pour Beauménil, c'est exactement la même chose. Où je pense à Bridoire aussi. Le parc au XVIIe siècle, au XVIIIe et au XIXe siècle n'était pas le même. Hmm. Donc en fait, quel parti pris Ouais. on prend. C'est des grands sujets. Nous, voilà, on essaye notre position, c'est toujours d'essayer d'arriver à avoir un espèce de juste milieu et de partir de l'existant. C'est-à-dire que concrètement, Oui. si tout est complètement 19e, on va pas s'amuser à recréer un truc du 17e. Par contre, on peut faire des évocations en retraçant quelques perspectives, hein, des choses comme ça. Mais bon, voilà, c'est des arbitrages qui sont très fins, très longs, mais en même temps, voilà, pour nous, vraiment passionnant. Avant de passer à quelques questions pour clôturer cette belle aventure, juste un sujet sur l'aspect du mobilier, de la décoration. Euh, est-ce que vous avez on va dire des circuits et des bonnes adresses, ou est-ce que parce que j'imagine, voilà, dans ces propriétés, si elles sont abandonnées, et certaines ont été pillées, est-ce que vous faites des recherches pour essayer de trouver euh, à l'origine ce qu'il y avait, ou est-ce que vous avez des anecdotes sur retrouver je sais pas, des tableaux, des tapisseries qui étaient sur place il y a des dizaines d'années, peut-être quelques siècles. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui arrivent à se On en, passer? on en a eu certaines, ouais, on a eu certaines, des belles anecdotes. Honnêtement, c'est vraiment exceptionnel. Oui. Voilà, c'est pas tous les 4 matins. Et je pense à La Ferté où on a eu, après une visite guidée, une dame qui a été voir mon père et qui lui dit, attendez, je crois que j'ai un vieux tableau dans mon grenier. Il me semble qu'il y a marqué en bas Duchesse de La Ferté. Et puis, après recherche, en fait, il s'agissait en fait de la femme du maréchal de la Ferté-Saint-Nectaire qui a fait construire le château au XVIIe, un très joli portrait en médaillon. Et donc, on a racheté à la famille pour le remettre dans le salon. Alors, en face de son mari. Alors, je dis toujours dans mes visites guidées que ça leur ferait peut-être pas forcément plaisir de se retrouver en face 3 siècles plus tard, parce on a des gros soupçons. Elle a baigné dans l'affaire des poisons, donc on a des gros soupçons sur le fait qu'elle ait peut-être essayé de l'empoisonner, parce qu'ils Ah avaient oui. 35 ans d'écart d'âge. Ah oui. Et elle avait une réputation assez sulfureuse, on va dire, mais personnage très intéressant. Et de se retrouver le portrait, effectivement, c'est toujours touchant. Après, oui, la quasi-totalité des maisons qu'on a repris étaient non meublées, pour certaines pillées, pour Bridoire, ça avait été pillé, squatté, tagué, etc. Pour remeubler, alors on n'a pas des moyens énormes parce qu'on a toujours consacré d'abord nos moyens sur le Au gros œuvre, bâti. Ouais. voilà. Après, en fait, on essaye de faire avec notre sensibilité et avec nos moyens qui sont pas énormes, de créer des évocations, des atmosphères dans les pièces. Donc, c'est pas du grand mobilier, mais c'est de créer des décors et une atmosphère qui puisse en fait
coller, on pense, à une période de la pièce par rapport aux éléments qui nous restent. Parce qu'encore une fois, on pourrait, voilà. Donc même à Bridoire où c'était complètement pillé, il restait des petits morceaux de boiserie sur lesquels on est reparti pour en fait avec des menuisiers recréer du coup les boiseries manquantes, et donc on était dans un style 19e, donc du coup on s'est dit dans le grand salon on met un piano, voilà, on va mettre un et aussi dans l'esprit maison de famille qui est très important pour nous en fait, où on n'aime pas forcément se dire on va faire une pièce avec un mobilier que de la même époque, parce que en fait ça n'existait pas dans les châteaux, enfin ça a évolué, donc en fait on a le meuble comme dans n'importe quelle Pareil chez nous, famille ou dans oui. n'importe quelle maison, voilà, on a un peu un bout de meuble de la grand-mère, des parents, des machins, et dans les châteaux c'était pareil, donc on essaye de mixer un petit peu tout ça. On retrouve parfois des petits trésors pour nous à notre échelle, en cassant une cloison, on va retrouver un vieux placard avec des vieilles étagères qui n'ont pas bougé, avec les noms des artisans ou des domestiques qui ont été gravés ou marqués à l'intérieur. Je pense à La Ferté sur la restauration des cuisines notamment, où derrière des murs en béton, on a retrouvé en fait les emplacements des équerres qui servaient en fer forgé, qui servaient à soutenir les étagères ou à soutenir le tourne-broche à gauche Ah oui, la cheminée. de la cheminée. On a retrouvé des broches qui est d'ailleurs au-dessus de la cheminée, qui avaient été enfermées dans du béton, mais qui étaient là, qui datent du XVIIIe siècle. Voilà, donc on retrouve des petites choses. C'est vraiment un travail Des de longue pépites. haleine. Et c'est pour ça aussi que je disais qu'il ne faut pas être trop pressé et pas avoir trop d'argent. Et oui, Parce qu'en fait, ça permet de prendre son temps, de vraiment analyser en fait ce qu'on retrouve. Et parfois, en fait, il y a des pièces où on va mettre, je dis n'importe quoi, mais 5 ans ou 10 ans à les restaurer parce qu'on ne va pas trouver le bon truc, et on a effectivement par contre quelques antiquaires avec qui on travaille où mes parents travaillent depuis longtemps, et donc souvent on se dit on a le temps, il me faut une cheminée de telle dimension, de tel style, de telle couleur. Voilà, on passe un petit texto à nos 3-4 antiquaires qu'on connaît bien, puis on lui dit écoute, tu m'appelles quand tu trouves un truc comme ça, quoi. Et voilà, ça peut prendre 3 ans, 4 ans, 10 ans, mais quand ça va tomber, on sait que c'est vraiment le truc qu'on voulait, qui était exactement là, quoi. super. Vraiment magnifique aventure familiale et très très riche en valeurs et en transmission, évidemment. C'est notre histoire et je te rejoins entièrement sur cette passion. Peut-être que on se lancera nous aussi avec Laura sur une restauration, une exploitation. J'y pense depuis longtemps. Si du coup on passe sur quelques petites questions comme ça pour à encore apporter un peu plus de contenu. Est-ce que tu aurais une ressource à partager, un livre, un film, une série à partager du coup qui peut-être alimente encore un peu plus sur cette passion. T'as parlé de Game of Thrones, mais je pense qu'il y a d'autres sources. Ouais, il y a d'autres sources. C'est pas facile. En plus, je suis assez cinéphile. Enfin, j'adore le cinéma. Il y a un film de Philippe de Broca que j'aime beaucoup, qu'on a vu, que les parents nous ont fait regarder quand on était tout gamin, et que j'aime beaucoup, qui s'appelle Le Diable par la queue. Ouais. Et qui est tourné dans un magnifique château, le château de Fléchère, et où il y a Yves Montand, Jean Rochefort. Enfin, il y a une pléiade d'acteurs qui est dingue, une très jolie musique également. Et en fait, ça raconte l'histoire d'une famille aristocrate fauchée, avec des trous plein la toiture, où on voit le vieux marquis qui monte, joué par Jean Rochefort, qui monte pour déplacer ses pots de chambre sous les fuites, etc. Et puis qui bricole toute une arnaque avec le petit garagiste du village pour en fait faire tomber en panne les gens qui sont de passage au garage, et qu'il les envoie au château pour passer la nuit dans les chambres du château. Voilà. Et puis en fait il tombe sur Yves Montand, qui est en fait un brigand qui vient de voler la banque de Lyon ou de Mâcon. Et voilà, bon, il y a toute une histoire après qui se met en place autour de ça, mais c'est un beau film, je trouve que, enfin, moi, ça m'a toujours évoqué, bien qu'on soit pas une famille d'aristocrates du tout, mais je trouve que ça représentait bien les galères de la vie de château et le système D, et puis aussi une certaine époque, puisque c'est un film des années 70, et où on assiste en fait à la fin d'un cycle de la vie d'un château, avec tout cet écosystème autour.
et où je trouve que là maintenant en fait on est à une époque où on peut de manière différente recréer cet écosystème autour des châteaux. Et pour les passionnés d'histoire, à part visiter tous les monuments restaurés, comment tu as assouvi cette passion? Est-ce que tu lis des Euh, choses, tu écoutes? avec une ressource, ouais. Alors, j'ai longtemps plus eu le temps de lire quand je suis sorti d'école et de prépa. Et j'ai lu récemment, enfin, je m'y suis remis récemment, du coup, notamment avec les confinements, ça m'a Oui. donné le temps de relire. En livre, il y a un livre qui m'a marqué là récemment, ça s'appelle L'été des Trois Rois. C'est en pleine restauration. Ça raconte en fait je vais dire, enchanté, l'abdication de Charles X et le passage en fait des Bourbons à la maison d'Orléans avec Louis-Philippe. Et Ok. je n'arriverai pas à retrouver l'auteur, je suis désolé, C'est pas je grave. l'ai plus en Il y tête, aura toutes les mais je notes. crois que ça s'appelle L'été des Trois Rois. Et ouais, et c'est vraiment remarquablement bien écrit, très bien documenté. Il y a eu un énorme travail de recherche et ça a été écrit de manière un peu romancée, mais vraiment sur des choses très documentées. Et ça m'a fasciné. C'était une période que je connaissais peu, qui m'avait jamais trop intéressé. Et en fait, ça m'a tellement inspiré que du coup, j'ai un scénario d'un de mes escape games que j'ai Ah créé bah sur cette oui. période-là. Parce que c'est vraiment une période charnière en fait du 19e où en fait nos sociétés contemporaines se sont vraiment créées à cette période-là. Et voilà, d'oscillation après l'Empire, etc. Enfin, d'un point de vue sociologique aussi, c'est passionnant. Enfin voilà, c'est un livre qui m'a pas mal marqué récemment. Oui, il faut sans cesse du coup renouveler cette créativité et ces scénarios. Donc, ouais. Bon, je pense qu'il y aura peut-être quelques passionnés d'histoire. Je te mettrai en relation avec Guillaume Tostivin, qui est podcasteur avec une toute autre histoire. Je pense il y a aussi des synergies à faire. Avec plaisir. Euh, autre question, est-ce qu'il y aurait un voyage ou une culture que tu aimerais redécouvrir ou découvrir? Euh... Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voyager quand même un petit peu. J'ai voyagé un petit peu ouais, pendant mes études et j'ai notamment passé 2 mois au Cambodge et où j'ai été complètement fasciné par Angkor, surtout quand on met en fait en relation, enfin voilà, c'est à la même période les productions artistiques que eux faisaient et que nous on faisait en Europe, qui étaient clairement primitives par rapport à ce qu'ils pondaient, enfin au niveau sculpture en tout cas. Ouais. Et donc encore m'a vraiment marqué et j'avoue que j'y retournerai bien dans quelques années parce qu'en plus il y avait pas mal de temples qui étaient en travaux et tout. On avait passé 5 jours sur place, mais on n'avait pas réussi à tout voir et tout. J'étais avec un copain qui, pour le coup, là, je l'ai vraiment, il a été blasé parce que du coup, moi, j'étais insatiable et il en avait marre au bout de 5 jours. Mais ça, j'y retournerai bien. Et puis après aussi, il y a un pays où j'ai un petit peu voyagé en Italie, mais c'est tellement riche que honnêtement, pour tout te dire, j'ai même regardé là, je voulais y aller la semaine prochaine parce que j'ai vu qu'ils avaient réouvert les musées. Euh, mais malheureusement, en fait, il faut avoir un motif professionnel assez argumenté pour pouvoir y aller. Donc, Ah ouais. mais l'Italie ouais, est vraiment, enfin, une richesse historique et patrimoniale qui est complètement fascinante et qui m'a beaucoup marqué. Et pour terminer, je vais faire un triptyque. Je suis désolé, mais C'est la parfait. Grèce. J'ai un ami qui Ah oui. s'est installé en Grèce et qui a épousé une Grecque l'année dernière. Et du coup, j'y suis allé 3 fois. Et pareil, je suis tombé complètement en arrêt devant la beauté de ce pays et fasciné par la culture antique. J'avais toujours eu un attrait pour les mythes parce que je trouve qu'ils sont d'une actualité enfin complètement hallucinante alors que ça a été écrit il y a 2500 ans. Mm. Et donc le fait de voir in situ des lieux, des noms mythiques que j'avais lus étant plus jeune, ça m'a vraiment marqué. Ah, super. Ben, on a encore une fois voyagé à travers cette question et j'aime beaucoup la poser du coup. Dernière question. Si tu avais un bouton no limite devant toi, qu'est-ce qu'il actionnerait? Qu'est-ce qui me ferait appuyer?
Vu que tu vas appuyer, mais du coup, qu'est-ce qu'il actionnerait, qu'est-ce qu'il réaliserait ou qu'est-ce qui se concrétiserait une fois que tu as appuyé? Clairement, l'énergie et une distorsion du temps pour me permettre de faire plus de choses. Parce que c'est clairement ça. Souvent, les gens nous disent ah ben non, mais votre ressource la plus précieuse, ça doit être l'argent. Vous devez tout en manquer, etc. Et en fait, c'est pas ça, parce qu'en fait, on se rend compte que quand on a du temps et de l'énergie, en fait, l'argent, on trouve les projets pour générer de l'argent. Mais c'est clairement ça, le temps et l'énergie d'arriver à mener de front à la fois en fait des projets de valorisation et de pouvoir passer plus de temps avec mes artisans et faire des choses de mes mains. C'est quelque chose qui me manque un peu malheureusement ces dernières années, où j'ai dû en faire un peu moins qu'au début. Un châtelain maçon et entrepreneur. Ouais. Alors moi, j'avoue que c'est plus charpentier. Charpente, ouais. J'ai vraiment une passion pour la charpente et le métier de charpentier que je trouve totalement fascinant. Merci beaucoup Lancelot pour tout ce partage. Je crois que beaucoup de nos auditeurs vont découvrir cette aventure. Moi, j'étais ravi. Ça faisait un petit moment que tu étais sur la liste et je suis très très heureux d'avoir du coup découvert un petit peu plus tous ces coulisses. Un grand bravo à ton oncle et ton père. Si tu peux leur transmettre, je leur transmettrai. Parce que voilà, il y a toute la génération suivante qui est, à mon avis, remplie de valeurs et je pense la transmission est vraiment bien réalisée. On espère. Après, la question c'est de durer, voilà. Vous allez réussir avec justement cette force collective et cette expérience collective, ça va se faire. Où est-ce qu'on envoie toutes les personnes qui ont du coup envie d'en savoir un peu plus et d'en découvrir un peu plus? Le site internet tousauchâteau.com, tout attaché, en fait donne tous les liens vers les différents châteaux de la famille, explique un peu ce que j'ai essayé de développer avec toi sur nos valeurs, notre vision des choses, de la restauration, du patrimoine et de l'histoire. Donc tousauchâteau.com. Un grand merci. J'invite donc tout le monde à aller voir les notes en description et puis je te souhaite une très très belle continuation dans cette aventure. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté un nouvel épisode d'Aventure Humaine. Partage-le, note-le 5 étoiles et commente-le sur Apple Podcast. Ça nous permet de vraiment progresser dans les classements. Et comme disent nos amis québécois, chaque témoignage serait grandement apprécié. On te retrouve donc vendredi prochain pour découvrir le portrait et le parcours d'un nouvel aventurier de la vie. D'ici là, prends soin de toi.